Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'endométriose. Ça correspond à l'item 41 du nouveau programme du concours de l'internat de médecine. Pour commencer, regardons quelques définitions. Qu'est-ce que l'endométriose? Il s'agit d'une maladie gynécologique fréquente, très hétérogène, comme on va le voir, et bénigne. Cependant, elle peut avoir un important retentissement sur la vie quotidienne des patientes. Qu'est-ce que l'endométriose? C'est finalement la présence d'endomètre, donc de la muqueuse utérine, en position ectopique, c'est-à-dire en dehors de la cavité utérine. Il peut y en avoir finalement n'importe où, surtout au niveau abdominopelvien. À noter que l'on parle d'endométrium lorsqu'il existe un ou plusieurs kystes ovariens endométriosiques. L'adénomyose, ça correspond au développement de la muqueuse utérine, donc de l'endomètre, à l'intérieur du muscle utérin qui est le myomètre. Les dysménorrhées, ce sont des douleurs abdominopelviennes qui sont rythmées par les menstruations. C'est le symptôme principal de l'endométriose. On parle de dysménorrhée primaire ou essentielle lorsqu'elle débute précocement après les premières règles, entre 6 mois et 2 ans après la ménarche, ou de dysménorrhée secondaire ou organique, qui ont un début plus tardif et qui sont même possibles en dehors des règles. Ces dysménorrhées peuvent être associées à d'autres symptômes, notamment des nausées, vomissements, de la diarrhée, des vertiges et même des malaises vagaux. Concernant l'épidémiologie de l'endométriose, c'est très difficile à analyser à cause d'une grande variabilité interpersonnelle, donc un grand polymorphisme de la maladie, et c'est probablement sous-diagnostiqué. L'incidence, d'après certaines études, ça correspond à 0,1% par an des femmes en âge de procréer qui vont développer du coup cette maladie. Et la prévalence, c'est-à-dire le pourcentage de femmes atteintes de cette maladie, d'après certaines études, ça concerne 10% des femmes en âge de procréer. D'après les études les plus récentes, on constate que le pic de fréquence est de 40 ans, mais on note surtout un retard diagnostique important d'environ 3 à 10 ans après les premiers symptômes. Et l'adénomyose peut concerner jusqu'à un tiers des femmes. Alors comment on explique l'endométriose? La physiopathologie de cette maladie fait intervenir des mécanismes complexes qui sont encore débattus et plusieurs hypothèses sont avancées. La théorie la plus plausible à l'heure actuelle est la théorie de la régurgitation menstruelle, mais il en existe plusieurs autres. Cela fait intervenir de nombreux facteurs différents, notamment des facteurs génétiques, environnementaux ou hormonaux. Au niveau biochimique, on a observé plusieurs anomalies, notamment une biosynthèse anormale d'hormones stéroïdiennes, une expression altérée de certains récepteurs hormonaux, une surexpression de métalloprotéases et de facteurs de croissance comme le VEGF qui expliquerait l'invasion et la néoangiogénèse, et une maladie avec une réponse inflammatoire locale importante due à la présence d'interleukine 6 et de TNF en particulier. Pour poser le diagnostic de la maladie, c'est très difficile, car il y a un polymorphisme très particulier, comme on l'a déjà dit, puisque cette maladie peut s'exprimer selon des formes possibles, voire asymptomatiques, et dans ce cas-là, on va rentrer dans la maladie de manière fortuite, lors de la réalisation d'examens d'imagerie réalisés pour d'autres pathologies, par exemple, ou alors on va évoquer le diagnostic sur des formes très douloureuses et parfois très invalidantes. On peut voir de tout. Donc le diagnostic finalement va reposer sur un faisceau d'arguments, que ce soit clinique et paraclinique. Tout d'abord l'interrogatoire. On doit évoquer l'endométriose devant des douleurs évocatrices, notamment les dyspareunies qui correspondent à des douleurs lors de rapports sexuels, les dysménorrhées comme on en a parlé, et surtout lorsqu'elles s'aggravent avec le cycle, elles peuvent avoir une intensité très sévère et elles peuvent être résistantes aux antalgiques usuels. On peut voir des signes fonctionnels digestifs cataméniaux lors des douleurs
à la défécation, des troubles du transit. On peut voir des signes fonctionnels urinaires en rapport avec les cycles menstruels, comme une polachyurie, une urgenturie, des douleurs vésicales. On peut voir des douleurs pelviennes chroniques qui peuvent parfois être indépendantes du cycle menstruel et avoir un retentissement important sur la qualité de vie avec un épuisement à la fois physique et psychique. En cas d'adénomyose, on peut constater des saignements très douloureux. Ensuite, lors de l'examen physique gynécologique, il faut rechercher certaines choses, comme des lésions vaginales bleutées, des nodules sur les ligaments utérosacrés ou sur le cul-de-sac de Douglas, un ovaire qui pourrait être augmenté de volume, et un utérus qui pourrait également être augmenté de volume en cas d'adénomyose. La normalité de cet examen physique n'exclut pas le diagnostic. Quels sont les examens complémentaires que l'on pourrait demander? En première intention, il faut prescrire une échographie pelvienne par voie endovaginale et une IRM pelvienne. Il y a un débat autour de la célioscopie diagnostique qui permettrait d'apporter une preuve histologique et donc de confirmer la maladie, mais dû à cause de l'invasivité de cet examen, ce n'est pas obligatoire pour débuter les traitements. Alors l'endométriose, malgré que ce soit une maladie bénigne, peut avoir des conséquences importantes, notamment la douleur, qui va avoir un retentissement important sur la vie quotidienne de la patiente, pouvant être responsable d'un certain handicap. Et pour la société, cette maladie du coup a un coût important, ce qui en fait un véritable problème de santé publique. De plus, l'endométriose peut être responsable d'une infertilité, puisque certaines études ont montré jusqu'à 50% des patientes endométriosiques qui étaient infertiles. Les mécanismes de l'infertilité sont multiples. D'une part, en cas d'atteinte ovarienne, il peut y avoir une altération des ovocytes en termes de quantité ou de qualité, mais puisque c'est une maladie inflammatoire, il peut y avoir des problèmes au niveau de la fécondation, des problèmes au niveau de la migration tubaire et des problèmes même d'implantation. Quelle est la stratégie globale générale de prise en charge de l'endométriose? Il faut une prise en charge globale multidisciplinaire qui ferait intervenir des traitements non hormonaux, des traitements hormonaux qui correspondent à des contraceptifs. Quelle est la place de la chirurgie? Nous allons le voir. Et puis en cas d'infertilité, discuter l'aide médicale à la procréation. Les traitements non hormonaux, en première intention, évidemment les antalgiques, surtout les antispasmodiques comme le spasfon, le paracétamol, et les AINS, évidemment, en fonction des contre-indications. Si malgré ces antalgiques usuels, les douleurs sont importantes, deviennent chroniques et résistantes, alors il ne faut pas hésiter à orienter la patiente vers un centre antidouleur. D'autres thérapies ont été bénéfiques, prouvées, comme l'acupuncture, le yoga et l'ostéopathie, et il ne faut pas hésiter à les proposer à des patientes réceptives. Concernant les traitements hormonaux, ce sont finalement des médicaments contraceptifs. Leur objectif, c'est d'éviter les douleurs, mais ils ne vont en aucun cas être curatifs sur l'endométriose. En première intention, on doit proposer des contraceptions combinées œstroprogestatives et notamment continues en cas de dysménorrhée. On peut également proposer un dispositif intra-utérin au lévonorgestrel. Ensuite, on peut parler du traitement chirurgical. Là, l'objectif, c'est d'avoir un diagnostic de certitude avec une preuve anatomopathologique des lésions d'endométriose, de voir directement les lésions dans l'abdomen et donc d'avoir une évaluation pronostique, et si on arrive à traiter l'ensemble de ces lésions, d'avoir finalement un objectif thérapeutique. Quand faut-il proposer la chirurgie? Eh bien, lorsqu'il y a une inefficacité des antalgiques usuels, lorsque l'hormonothérapie bien conduite est mal tolérée, et en cas d'infertilité, on peut discuter ce traitement chirurgical car la fécondation in vitro reste possible. Donc c'est vraiment à mettre en balance les bénéfices et les risques. En cas d'endométriome, la chirurgie est à éviter afin de préserver la réserve ovarienne. Quelle chirurgie proposer? Une question assez complexe. Dans tous les cas, ce qui est admis, c'est de proposer surtout une célioscopie
pour éviter toutes les complications, notamment esthétiques, d'une laparotomie. L'objectif de la chirurgie va être d'enlever en une seule fois l'ensemble des atteintes. En cas de récidive, on va plutôt proposer en second temps un traitement médical. Et il faut savoir qu'on peut faire face à des difficultés importantes en cas d'atteinte digestive ou vésicale, mais cela concerne le chirurgien. Enfin, concernant l'aide médicale à la procréation, avant d'y avoir recours, il faut évidemment faire un bilan complet du couple concernant la fertilité. Et puis la stratégie de prise en charge sera alors décidée selon plusieurs paramètres, notamment les examens complémentaires, le stade de l'endométriose, l'âge de la patiente et le délai d'infertilité. Il faut savoir qu'en cas d'endométrium ou d'atteinte de la réserve ovarienne, on pourra proposer une stratégie de préservation de la fertilité. En conclusion, l'endométriose est une maladie fréquente, mais dont la présentation est très hétérogène, ce qui complexifie le diagnostic et est responsable du coup d'un retard de prise en charge. Il faut savoir que c'est une maladie bénigne, mais qui peut avoir un retentissement très important et très handicapant sur la vie quotidienne des patientes. Il faut y penser devant toute douleur abdominopelvienne rythmée par les menstruations et aussi savoir que l'infertilité dans cette maladie est très fréquente. Le diagnostic difficile repose sur un faisceau d'arguments à la fois cliniques et à la fois paracliniques avec l'échographie et les IRM pelviennes. Et les traitements, comme on l'a vu, reposent sur des traitements antalgiques usuels de première intention, sur des thérapies adjuvantes, une hormonothérapie, puis discuter la chirurgie et l'aide médicale à la procréation en cas d'infertilité.